traiter des interférences donc à ondes multiples. Et on va commencer par les interféromètres à la division du front droit. Donc on suppose qu'on a une fente identique, donc qui sont équidistantes et qui vont être illuminées donc, par une onde plane, et on s'intéresse à la diffraction dans une direction θ. Pour traiter ce problème, on sait qu'entre deux fentes successives, il y a une différence de marche θ qui est égale à I ici, qu'on peut facilement calculer, qui n'est autre que l'espace entre les deux fentes fois donc sinus θ, ce qui nous permet en fait de calculer le déphasage entre deux faisceaux ou bien deux radiations successives. Sachant que l'amplitude du point M sur l'écran, c'est la somme des amplitudes, on peut écrire la première vibration comme étant, on suppose que c'est une onde plane I0 exponentielle négativement, donc on suppose qu'il est l'origine des phases. Donc la deuxième vibration a comme une amplitude donc la première, mais qui est déphasée de phi, donc on multiplie par exponentielle moins I phi, donc plus ou moins I phi c'est la même chose puisque le résultat qu'on obtient il est symétrique par rapport à X. Donc là, qu'il y a une vibration à une amplitude qui se généralise comme ça, ce qui nous permet d'écrire l'amplitude de point M, qui est la somme des amplitudes. On devine que c'est une suite donc, géométrique dont on connaît la raison, donc c'est exponentiellement I phi, et on connaît le N+1 uni-interne, ce qui nous permet donc de calculer la somme. En faisant ça, donc, on peut calculer l'intensité. L'intensité, donc, c'est l'amplitude fois son conjugué. On l'écrit sous cette forme qui est facile à traiter, donc, qui est fonction de nombre de fentes et le déphasage entre deux fentes successives. Donc, pour étudier ce qui se passe sur l'écran, donc, il suffit d'étudier cette fonction. Donc, les maximums de cette fonction, on les retrouve lorsque, donc, sinus phi minima, ça veut dire phi multiple de 2pi. Et on trouve que l'intensité, lorsque par exemple phi égale 0 depuis, n'est autre que, quand on linéarise le premier ordre, sinus n phi et sinus phi, n'est autre que n carré fois I0, ça veut dire que l'éclairement est n carré fois plus lumineux qu'avec une seule fente. Donc une seule fente est de I0, lorsqu'on utilise n fente, on aura n carré fois I0. On peut chercher le minima, ça veut dire lorsque le numérateur est nul, ça veut dire S sinus n phi sur V égale 0, on trouve que le phi qui donne donc ces minima correspondent à 2m pi sur t. En fait, on trouve qu'il y a n-1 minima entre les deux pics principaux. Pour trouver les maximums, donc il suffit de dériver l'expression de l'intensité de tout à l'heure. On trouve que lorsque la dérivée est nulle, on trouve cette équation transcendantale, donc qui n'a pas de solution analytique. Donc on peut faire des résolutions, par exemple, numériques ou bien graphiques, qui donnent que phi doit être multiple impair de pi sur r. Bien sûr, pour retrouver les max, il faut éliminer le cas où m égale 0 et m égale à n-1, qui donnent en fait des maxima qui seront positionnés au-delà du minima qu'on a trouvé tout à l'heure. On peut aussi calculer les intensités de ces pics secondaires, donc il suffit de remplacer, et on trouve qu'ils sont toujours de l'ordre de I0. Lorsqu'on veut tracer ça, donc par exemple si on trace l'expression de linéairement, donc c'est ça ce qu'on trouve. Donc les maxima ils sont à 0, 2pi, 4pi, et ainsi de suite. C'est lorsque phi multiplie 2pi. L'intensité maximale pour n égale à 3, donc c'est 9 et 0, c'est exactement ce qu'on trouve. Les minima, on a dit qu'on trouve lorsque phi multiple de 2pi sur n, donc lorsque n égale à 3, donc c'est 2pi sur 3 et 4pi sur 3. Et le maximum, donc on trouve un seul qui se trouve en fait à la position pi. Donc lorsqu'on a ça, donc on trouve qu'il y a n-2 pics secondaires. On peut s'amuser à faire ça pour n égale à 4, donc on trouve que l'intensité, donc cette fois-ci 16 et 0, on trouve 4 moins 2 pics secondaires, et on peut s'amuser à retrouver leur position, donc en appliquant les relations Einstein.
Maintenant, on va traiter donc un autre interféromètre à division multiple, mais cette fois avec division d'amplitude. Donc on reprend le cas de la lame de verre qu'on a vu la séance dernière. Seulement cette fois, on va traiter cette lame, c'est-à-dire les faces de la lame, pour que ces radiations R3 jusqu'au R1 et bien T3 jusqu'à Tn soient plus négligeables devant R1 et R2. Et comme ça, on est en présence de plusieurs ondes. Donc on sait que, par exemple, si on s'intéresse à ce qui se passe en transmission, que l'amplitude de cette vibration est plus faible donc on a eu que T moins N et ainsi de suite. Sachant qu'on sait écrire donc, le coefficient de transmission d'amplitude qui n'est égal que taux fois ρ, donc 2N moins 1. On fait la même chose que ce que nous avons fait pour l'autre interféromètre, c'est-à-dire que la somme, c'est l'amplitude au point N, ce n'est que la somme des amplitudes, et on divise de la même manière que sinusoïde géométrique, dont le diamètre est milieu, par conséquent on peut écrire. Il s'écrit donc de cette manière, donc c'est 1 moins le unième terme, c'est 1 moins la raison. On suppose que Q au carré est égal à cette quantité, on peut facilement écrire l'intensité sur cette forme. Il suffit maintenant d'étudier cette fonction pour savoir ce qui se passe. Donc, le Imax, on le retrouve lorsque ce sinus phi égale 0, donc on trouve qu'il est égal à I0. Les I minimum, on le retrouve lorsque cette quantité donc, est maximale, ça veut dire qu'il est égal à 1, et par conséquent c'est I0, 1 plus Q au carré. On s'intéresse à la mi-hauteur, c'est-à-dire de la frange d'interférence. Donc lorsque I égale à I0 sur 2, on cherche le delta phi, donc en remplaçant pour que cette quantité soit égale à cette quantité, donc il faut que ce terme-là soit égal à 2, et par conséquent on trouve que sinus delta phi sur 2 égale à plus ou moins 1 sur q. Delta phi, normalement, il est très faible, donc on peut linéariser. Finalement, delta phi n'est autre que plus ou moins 2 sur q. Sachant que Q, on peut l'écrire en fonction de coefficient de réflexion en intensité, donc il s'écrit sous cette forme, 2, 1 moins R sur la racine de R. Et en fait, lorsqu'on trace donc, cette intensité en fonction du phi, on voit qu'il y a des extrêmes lorsque phi égale 2pi, 4pi, et ainsi de suite. Et l'allure de la courbe, elle dépend de la valeur de Q, ça veut dire de coefficient de réflexion, c'est-à-dire lorsqu'on a traité les surfaces de la lame. Donc, si les coefficients de réflexion en intensité est égal à 0,54, on obtient cette courbe rouge, donc en fait les franges sont un petit peu plus larges que lorsqu'on fait des traitements des surfaces de la lame, et qu'on a utilisé donc un coefficient de réflexion beaucoup plus grand. Donc on obtient quelque chose beaucoup plus fin. Donc c'est ce qu'on observe sur les anneaux obtenus avec ce type d'interféromètre. Ils sont d'autant plus fins que si R est important. Donc c'est ça qui permet donc en fait au laser d'être très monochromatique. Donc c'est comme le problème de la lame, donc la différence de masse n'est autre que 2NE cosinus de R. Et on peut deviner donc les anneaux brillants comme étant les anneaux pour lesquels la différence de masse est proportionnelle à la lame. Donc la même chose que la lame, donc les interférences qu'on obtient, ce sont des franges d'égale inclinées. C'est pour ça qu'on trouve le R ici. Maintenant, on va revenir à quelque chose qui est beaucoup plus général pour les interféromètres. Donc, on va revenir sur le facteur de visibilité qui, normalement, dans les expériences, il est toujours inférieur à 1. Et ça, il est dû à deux causes donc, principales. C'est que les sources qu'on utilise, c'est-à-dire la source primaire, n'est jamais rigoureusement ponctuelle. Donc, toutes les sources qui sont physiques sont en fait des sources qui sont étendues, et par conséquent les trains bandes qui sont aléatoires, et par conséquent ils vont créer des états interférentiels donc, qui sont aussi aléatoires, donc on ne peut pas, et qui ne créent pas des franges d'interférence.
Donc dans ce cas, on dit que lorsque la source n'est pas ponctuelle, on dit que la source n'est pas cohérente spatiale. La même chose, on a toujours parlé considéré que les sources sont monochromatiques, alors qu'en réalité, toutes les sources ne sont pas monochromatiques. Et quand ils ne sont pas monochromatiques, en fait, on parle de cohérence temporelle. Donc on a ici les deux sources, donc on présente toujours une source primaire et deux sources secondaires parallèles. Donc le déphasage se décrit sur lambda fois la différence de marche. En fait, il va y avoir deux origines à la variation de phi. Donc soit la variation de la différence de marche, donc lorsqu'on bouge par exemple cette source, donc ça va créer un déphasage, donc c'est une source de variation de déphasage. Ou bien si la source n'est pas monochromatique et elle émet un certain delta lambda, donc un ensemble de longueurs d'onde, donc on aura comme origine dans le delta phi la variation de la fréquence. On comprend ici que lorsqu'on fait bouger notre source suivant un axe qui est parallèle à l'axe S1, S2, on remarque qu'on va créer un déphasage dans l'expression de delta dans la différence de marche. Par contre, si on va aller S dans l'axe qui est perpendiculaire au tableau, donc dans un premier ordre, on suppose que ça ne crée pas de différence, de variation de différence. Et par conséquent, on va traiter que le cas où on aura une source qui est étendue dans ce sens, dans l'axe par exemple X. Donc je suppose que j'ai une source S, donc qui va créer au point N une intensité D qui est proportionnelle à l'élément dx autour de S. Si on veut calculer la différence de marche, donc en fait il y aura le Bx sur D qui est dû à S2N moins S1N, mais il faut lui ajouter la différence de marche du fait que la source n'est pas dans l'axe. Et cette différence de marche, c'est B grand X. X grand X, c'est la position de la source S sur petit d. Ça, on le tient en considérant que D est très supérieur, donc en fait, à petit x. Donc la différence de marche globale, c'est la somme des deux différences de marche. Et il suffit donc d'intégrer entre l'ensemble des sources ponctuelles de notre source étendue. Ça veut dire qu'il faut intégrer entre moins A sur 2 et A sur 2, avec la variable CDX. Donc on sait intégrer cosinus. Donc on trouve que c'est une différence de 2 sinus, mais il ne faut jamais laisser le résultat sous cette forme. Donc il faut toujours chercher à écrire ça sous forme de produit. Donc c'est ce qu'on fait. Donc sinus A moins B, on transforme, ça me donne cosinus de pi dx sur lambda B. Donc ça, c'est le déphasage qu'on obtient si jamais la source elle est ponctuelle. Et on remarque qu'elle est multipliée donc par un terme en fait qui est fonction de B. B, c'est la taille de la source primaire. Donc finalement, mon intensité dans ce cas de figure, il s'écrit 1 plus sinus cardinal de la fonction U, qu'on a ici, que je vous ai dit qui est fonction de la taille de la source primaire, fois cosinus phi. On peut chercher les positions des franges brillantes et des franges sombres. Donc ça veut dire qu'il faut calculer I max et I min. Lorsqu'on fait ça, on devine facilement que ce sinus cardinal, en fait, n'est autre que le facteur de visibilité. Lorsqu'on fait I max moins I min sur I max moins I min, on trouve en fait qu'il est égal à sinus cardinal de U. Le sinus cardinal, donc, on sait le tracer en fonction de U. Et par conséquent, donc, au lieu d'observer, c'est-à-dire les franges d'interférence qu'on observe, elles dépendent en fait de la taille
de la source primaire. Lorsque la source primaire est ponctuelle, donc en fait, c'est égal à 1, donc c'est ce qu'on avait l'habitude de trouver, donc le contraste est parfait. Mais dès que les dimensions de la source primaire sont différentes de 0, donc le facteur de visibilité, c'est-à-dire les figures d'interférence, il va commencer à diminuer. Il y a même des tailles de la source primaire pour lesquelles les facteurs de visibilité est pratiquement nul. Donc on observe rien. Dans cette zone, on a le facteur de visibilité qui est négatif et qu'en conséquence, on aura l'inversion des positions des franges. C'est-à-dire là, on cherchait à obtenir une frange brillante sur l'écran. En fait, on aura une frange sombre à cause du contraste qui est négatif. Maintenant, je vais m'intéresser à la cohérence, cette fois temporelle, c'est-à-dire qui est due au fait que la source émet un spectre de largeur, donc delta nu, donc centré autour d'une valeur D0. Les origines physiques qui font que les sources ne sont jamais monochromatiques. Donc on peut citer par exemple l'agitation moléculaire, donc les sources qui vont émettre donc, en fait, les photons. Il y a aussi l'effet Doppler, donc si la source s'éloigne ou s'approche d'eux, donc il ne va pas émettre la même radiation, et par conséquent, on aura une dispersion de la lumière émise autour d'une valeur centrale. Pour étudier ce problème, donc on va se positionner dans le cas simple où le profil donc, il est rectangulaire. Ce qui nous permet donc en fait de calculer l'intensité globale entre les différentes sources de fréquences comprises entre oméga 1 entre mu 1 et mu 2. Donc en intégrant l'expression de l'intensité tout à l'heure par rapport à la variable, cette fois c'est la fréquence, on trouve de la même manière, donc si on fait des petits changements de variable, ça veut dire en introduisant le V qui est égal à P pi Bx delta nu, donc les fonctions donc, de la largeur du spectre émis par la source. Et ce terme-là, dans l'expression de l'intensité, ce n'est que le déphasage qu'on aurait obtenu, c'est jamais delta nu est égal à 0. Ça veut dire que c'est une cardinale égale à 1. Donc ceci me permet de calculer le facteur de visibilité cette fois temporelle, puisqu'il est lié donc, à la fréquence. Donc en faisant ça, on peut donc tracer ce qui se passe. Donc lorsque le facteur de visibilité est parfait, normalement on obtient des franges rectilignes parallèles et équidistantes. Donc ça c'est en fonction de x. Mais lorsqu'on multiplie donc, ce terme d'interférence, le cosinus par le sinus cardinal d'une fonction qui dépend aussi de x, on remarque qu'il y a certaines positions pour lesquelles le facteur de visibilité est nul. Et par conséquent, ce terme d'interférence n'existe pas. On n'observe plus rien ici. Donc lorsqu'on recalcule cette fonction, c'est-à-dire on retrace i en fonction de x en utilisant cette expression globale, donc c'est ça ce qu'on observe sur l'écran. Donc il y a des franges qui sont très intenses au centre, et on s'éloigne, donc les franges deviennent de plus en plus moins intenses, avec des zones où le facteur de visibilité est pratiquement nul, donc on observe une intensité qui est constante. Et au-delà de cette position, on remarque que le facteur de visibilité devient négatif, et par conséquent, on remarque que là, on avait une frange centre, on aura une frange bleue. Donc on aura de la même manière une inversion des positions des franges. Donc c'est ce qu'on observe ici. Donc là, c'est lorsque ma source est monochromatique. Là, c'est lorsque ma source possède un delta. Donc il y a des zones où le facteur de visibilité est pratiquement nul. Et là, on observe un petit peu les franges d'interférence, mais toujours avec un facteur de visibilité très faible. Et on devine aussi l'inversion des positions des franges. Donc ceci me permet de revenir sur quelque chose que nous avons déjà introduit,
on a dit que pour observer des interférences, il faut que la différence de masse soit plus petite que la longueur de cohérence de la source. Donc ici on trouve son origine, ça veut dire on obtient un bon contraste lorsque donc, en fait, l'argument V qu'on trouve dans le sinus cardinal donc, est inférieur à pi. Donc lorsqu'on remplace, on trouve que A x sur D inférieur à C fois delta nu. En fait, 1 sur delta nu n'est autre que le temps de cohérence de la source qu'on utilise. Et par conséquent, donc ça c'est la différence de marche, une limite qui doit être plus petite que C fois la durée du train d'onde. Et par conséquent, la différence de marche doit être plus petite que la longueur de cohérence pour qu'on puisse avoir, c'est-à-dire pour observer les interférences, ça veut dire on obtient quelque chose avec un contraste qui est acceptable. Donc, comme conclusion à ce point de cohérence temporelle, on dit que tant que la différence de marche reste inférieure à la longueur de cohérence de la source, les trains d'onde qui interfèrent sur l'écran correspondent à la même émission atomique. Donc là, ils peuvent interférer. Tandis que qu'au-dessus, ce sont des trains d'onde différents qui représentent alors entre une phase qui est aléatoire et par conséquent ne peuvent plus interférer. Donc pour que les trains d'onde interfèrent, il faut qu'ils proviennent de la même émission atomique. Ce critère est important pour réaliser en fait des interférences. J'ai ici un certain nombre de sources avec leur largeur spectrale et on remarque plus ils sont monochromatiques, plus leur longueur de cohérence est très importante, plus il est facile de réaliser avec des interférences. Donc le laser que vous utilisez en TP, donc en fait, il permet facilement donc, en fait, d'observer des interférences sur des largeurs assez importantes. Et donc pour conclure, on dit que les sources ne sont jamais ni spatialement ni temporellement donc rigoureuses et par conséquent le résultat global, il faut qu'il tienne compte du facteur de visibilité spatiale, c'est-à-dire le fait que la source elle est étendue dans l'axe X et que le facteur de visibilité, il dépend aussi des facteurs de visibilité temporelle, du fait que les sources ne sont pas monochromatiques et qu'elles émettent donc une certaine bande plus ou moins grande. Et donc pour conclure, tout ce qu'on vient de voir, il est applicable à n'importe quelle interférence. Et c'est fini pour ce cours.